10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons le 10h midi avec les débats avec Éric Revel, le talentueux Éric Revel. Madame, bonjour, journaliste, messieurs. éditorialiste. Ça connaît des amis ici. Journaliste, Presque. éditorialiste. On vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio du lundi au jeudi à 7h25. Oh là là, je sens qu'avec Jérôme Dubu, il y a très calme. Voilà, Pardon. il y a de l'électricité dans l'air. Jérôme Dubu, membre J'aime du la pôle Macronie, surtout quand c'est la fin. du pôle Idée d'Horizon, voilà. Andrea Cotarac, porte-parole Encore du un peu de RN, patience. bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, bonjour à vous. Bonjour. Des nouvelles du pape? Bah écoutez, je crois que ça va doucement mieux. Ouais. C'est assez incroyable cet homme-là. Vous me direz, on lui avait déjà enlevé un morceau de poumon quand il avait une vingtaine d'années et maintenant il a 88 ans. Donc, Cette photo prise de dos, vous en avez pensé quoi en termes de communication? ils ont été obligés de communiquer deux fois. Ouais. Une fois en diffusant une petite bande-son qui était d'ailleurs plus inquiétante que rassurante, où il parlait d'ailleurs en espagnol, qui est sa langue maternelle, une voix chevrotante, pour montrer à ceux qui s'excitaient sur les réseaux sociaux que non, il n'était pas mort. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. Là, ils ont montré cette photo, ça va doucement. Moi, je trouve qu'ils ont plutôt bien communiqué. C'est la première fois qu'il y a des bulletins quotidiens qui sont à peu près crédibles. Donc il y a un tournant, je pense, dans la communication, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, réellement, il était entre la vie et la mort. Donc quoi dire si ce n'est que effectivement le pronostic était réservé. Donc Et la question, c'est de savoir s'il va pouvoir continuer ou pas ses activités maintenant. Il a l'air sorti enfin plus ou moins, d'après ce que vous dites, mais dans quel état pourra-t-il continuer ses activités? C'est la vraie question. Oui, parce que c'est une institution qui est quand même qui repose énormément sur le pape. Alors dans les dernières années, je me souviens des dernières années de Jean-Paul II où il était quand même on gouvernait à sa place, c'est certain. Voilà. Mais si vous voulez, moi, après on pense qu'on veut des papes. Moi, j'avais une folle admiration pour Jean-Paul II et Benoît XVI. Alors et un peu moins pour François pour des raisons que je pourrais vous expliquer, mais bon. Mais ce qui m'avait frappé chez Jean-Paul II, je vais vous dire, c'est qu'on lui avait reproché de mettre en scène sa souffrance médiatiquement quand il avait été victime d'un attentat. Ensuite, sa santé n'a fait que se dégrader. Et il avait eu cette formule incroyable. Il avait dit: est-ce qu'on a décroché le Christ de la croix? Ben moi, j'avais trouvé ça très puissant. Comme quand il avait dit: n'ayez pas peur à la fin de sa vie. Et ben voilà. Moi, ça me... Oui, c'est pour ça que c'est une possibilité. Après, c'est vrai que c'est une institution qui a besoin d'être gouvernée. Donc, Benoît XVI a quand même créé un précédent. Quand ça devient compliqué, c'est plus possible. Pour l'instant, il est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas. D'abord, sa santé reste extrêmement fragile, précaire. 88 ans avec. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas, à un moment donné, remettre sa charge. Mais pour l'instant, évidemment, c'est démenti par. Nous faire une Benoît XVI. Voilà. Oui, alors il se ressemble pas du tout. Il est quand même, je dirais qu'il est quand même assez têtu, et puis il a pas envie, je crois aussi. C'est un pape qui suscite une assez forte opposition, et je crois qu'il n'a pas envie de se faire ce plaisir assez. Oui. Alors le film est excellent, sauf la fin. Je crois pouvoir vous annoncer qu'au prochain conclave, ça se terminera pas pareil. On spoil pas la fin du film. C'est dommage parce que le film est exceptionnel. Le film était assez beau, assez élégant. Moi, je me suis retrouvé au nom de la rose. La fin est catastrophique. Mais la fin est catastrophique. Celui qui tient le rôle du doyen de la curie, il est remarquable. On va pas parler d'un film que les gens n'ont peut-être pas vu, mais c'est un beau film. Non, mais là, regardez pas la fin, partez 10 minutes avant. Oui, non, il faut pas regarder la fin, ça gâche vraiment, ça gâche vraiment tout. Alors, Jean-Pierre, on va commencer avec vous dans notre tour de table. C'est un coup de projecteur sur un phénomène qui est intéressant. Oui, vous savez, c'est le carême, donc cette préparation de la montée vers Pâques pour les chrétiens. Et je trouve qu'on n'en a jamais autant parlé que cette année. C'est vrai, on en parle davantage, et il s'est produit un phénomène assez curieux. Beaucoup de prêtres l'ont dit, lors du mercredi des cendres, donc il y a une quinzaine de jours, le début du carême, ils ont vu un afflux de gens, en tout cas beaucoup plus de gens que d'habitude, et un public beaucoup plus jeune que d'habitude. Parfois des jeunes, des ados, des étudiants qui étaient venus en groupe. Et quand on regarde les statistiques, ceux qui seront baptisés à Pâques, c'est-à-dire des adolescents et des adultes, si on regarde simplement les chiffres des adultes, en 3 ans, il aura doublé. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi, j'étais jusqu'à présent très prudent, parce que 20% une année, ça peut être un rattrapage après Covid, mais là, il se passe quand même, je crois, quelque chose qu'on ne sait pas d'ailleurs bien expliquer. Pour l'instant, c'est un peu court. Ça peut être
feu de paille, mais c'est quand même, ça devient assez significatif. Alors, ça compense pas du tout l'effondrement du nombre de baptêmes d'enfants, qui était de mémoire en gros de 400 000 il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est tombé à 200 000 ou en dessous. Ouais. Donc, d'un côté, l'Église perd des dizaines de milliers de baptêmes d'enfants, de l'autre, elle gagne des milliers de baptêmes d'adultes. Mais enfin, quand on commence à avoir des chiffres qui doublent, ça devient une tendance. Et je crois qu'il y a aussi pas mal de gens qui, dans le bazar dans lequel on est, se disent, mais tiens, on a quand même un lien avec cette histoire-là. Et qui franchissent la porte des églises pour plein de raisons. Et puis ils ont plus le. Alors c'est intéressant aussi parce que ça arrive dans un contexte où l'Église est décrédibilisée, les affaires d'abus sexuels c'est pas fini, l'affaire de Betaram, enfin il y a toutes ces affaires là. Le pape, on vient d'en parler, est pas au mieux de sa forme. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Bref, tout ça existe et néanmoins il y a ce phénomène dont tous ces gens qui entrent à l'intérieur des églises se fichent complètement. C'est pas leur sujet. Ils cherchent quelque chose. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai un ami qui va se faire baptiser à Pâques, 50 quelques années. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit pour plusieurs raisons, parce que ses enfants sont baptisés, parce que sa femme est catholique pratiquante, et lui n'a pas eu d'éducation religieuse, mais il me dit c'est aussi une forme de résistance, c'est une forme de combat. Donc il y a la foi peut-être qu'il a rencontrée avec l'âge, mais il y a cette identité qu'il a envie d'affirmer aujourd'hui en tant que chrétien. Il y a le politique qui rentre aussi dans la démarche peut-être de ceux qui se font baptiser à l'âge adulte. Ouais, mais il y a un christianisme identitaire qui progresse depuis pas mal d'années. Bon, moi j'ai quelques réserves parce que, moi comme je suis catholique, un christianisme sans Christ, ça me paraît pas vraiment un christianisme. Voilà. Mais néanmoins, pour beaucoup de gens, je crois qu'il faut le prendre très très au sérieux et avec respect, parce que c'est un chemin vraiment sérieux, et peut-être moins politique que. Affinitaire. Voilà, on a envie de se retrouver une âme. On la voit dans d'autres religions. C'est pas spécifique au catholicisme. Regardez la religion juive. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a énormément de jeunes. D'ailleurs, il n'y a pas assez de synagogues à Paris, par exemple. Ils se regroupent. Moi, je le vois dans le 17e, qui est devenu un quartier extrêmement juif, là, en tout cas le sud du 17e, il n'y a pas assez de synagogues, il n'y a pas assez de lieux de prière, parce qu'il y a énormément de monde qui arrive. Et la religion musulmane, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de jeunes qui se retrouvent dans ces valeurs. Alors, la religion catholique, c'est vrai que c'est nouveau, parce qu'on avait plutôt l'impression qu'on désertait et que tout ça appartenait malheureusement au passé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va marquer une pause, vous pourrez réagir tout de suite après, c'est intéressant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats. Avec aujourd'hui Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio du lundi au jeudi à 7h25. Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain. Jérôme Dubu, membre du Pôle ID d'Horizon. On va évidemment revenir sur l'interview ce matin chez Jean-Jacques Bourdin de Bruno Retailleau. Tebboune veut ma démission. On va réécouter ces mots. On va reparler également du port du voile dans les compétitions sportives et puis des retraites avec François Bayrou qui persiste. Pas de retour à l'âge de départ à 62 ans, mais il continue de souhaiter un accord avec les partenaires sociaux. On va évoquer tous ces sujets avec vous. Vous vouliez peut-être redire un mot, Éric, sur... Oui, non, mais je voulais dire que... On parlait du nombre de baptisés qui est en augmentation en France, enfin de baptisés adultes. C'est ce que je voulais juste... Alors, c'est peut-être un peu de la philosophie Akatsu, mais je pense, donc je vais vous le dire, c'est que je pense que le contexte est tellement détérioré en France aujourd'hui et peut-être dans d'autres pays, contexte politique, géopolitique, tout ce que vous voulez, c'est qu'en fait les gens sont perdus. Et quand vous vivez mal votre présent et que vous avez du mal à vous projeter dans votre avenir ou dans l'avenir de vos enfants, vous regardez un peu dans le passé ce qui faisait vos valeurs et vos racines. Et on est un pays de tradition judéo-chrétienne. Je regrette, mais c'est la vérité. Alors peut-être que M. Dubu pensera que d'autres religions, comme il a dit tout à l'heure, sont en pleine croissance aussi. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose, si vous voulez, de retrouver... Non mais... La religion catholique, elle est aussi en très forte progression sur le continent africain. Oui, mais ça c'est... c'est historique. Non, c'est pas historique, c'est assez récent. Non, c'est assez récent. Elle est en progression. Je sais pas si c'est... elle est en très forte progression. Alors, elle est portée surtout par la démographie, il faut dire. Oui, donc, il y a une pratique religieuse extrêmement forte. Donc ça dépend un peu, mais... Boostée par une démographie. Je veux pas polémiquer là-dessus, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord sur le fond. Voilà, l'important c'est que, effectivement, les gens qui ont
envie d'avoir une identité, de se retrouver dans une identité, se retournent vers leur religion d'origine. Et moi, puis peut-être que la montée d'autres religions dans notre pays inquiète les gens qui se retournent vers leurs racines. Oui, c'est pas impossible. Et puis, Jean-Pierre Denis. Pardon, et puis à force de dire qu'il n'y a plus rien à voir, tous les gens voient bien qu'il y a une église, je dirais, au milieu du village. Voilà, c'est devenu un sujet complètement tabou. Donc le tabou aujourd'hui à briser, c'est de rentrer dans une église, parce que c'est le lieu qui est finalement le plus interdit. Il ne faut pas en parler, on n'en parle pas. Voilà, c'est rejeté dans le passé. Je crois qu'il y a ça aussi, c'est quelque part tout d'un coup. Et d'ailleurs, dans l'histoire du catholicisme en France, il y a toujours eu des périodes de renouveau après les périodes de persécution ou de sécularisation. Et c'est vrai qu'on sort d'une sécularisation massive. Importante. André, un mot sur ce phénomène, c'est intéressant. Entrer dans une église soit un tabou ou que soit interdit. Mais le catholicisme est une religion qui est universelle, et c'est vrai que le pape François n'est peut-être pas très populaire dans l'hémisphère nord, en Europe ou ailleurs, parce qu'il est argentin, qu'il est d'Amérique du Sud, et qu'il a surtout une vision vers l'hémisphère sud. Enfin, c'est un fait. Vous parlez de l'Afrique, vous parlez de l'Amérique latine, vous parlez peut-être de l'Asie du Sud-Est, puisque les Philippines, etc., sont des pays catholiques. Et donc, je pense que ça témoigne aussi de visions différentes qu'on peut avoir de la religion. Éric Revel a raison, ça peut être aussi une volonté de retrouver ses bases traditionnelles dans le pays et en France, face à des situations géopolitiques qui sont inquiétantes. Il n'empêche, le pape François, je pense, a une vision plutôt de l'hémisphère sud et pas forcément de l'hémisphère nord comme en Europe. On va continuer notre tour de table. Alors Éric, vous vouliez évoquer ce manuel de survie en préparation par le gouvernement. Donc survie à quoi pourquoi d'après ce que le gouvernement a annoncé hier, qu'on allait recevoir un petit manuel, tous les foyers français, dans lequel on va nous recommander d'acquérir un certain nombre de biens incontournables en cas de problèmes sanitaires majeurs, d'inondations, voire de conflits militaires, parce que je crois que dans la première version, si j'ai bien compris ce qu'a annoncé Europe 1 hier, parce que c'est Europe 1 qui l'a annoncé, il y avait cette mention-là. Alors moi, je ferai 2 remarques. La première, c'est que si on nous parle de crise sanitaire, je vois pas pourquoi on nous demande pas d'avoir dans ce kit de survie un masque, puisque la dernière fois qu'on a une crise sanitaire, on manquait de masque, c'est quand même assez curieux. Deuxième chose, c'est que, le contexte, on voit bien à qui il profite. Là, on fait peur quand même aux Français. Quand vous avez le président de la République, il y a quelques jours, qui dans son adresse à la nation explique que la patrie, je cite, la patrie a besoin de vous. En fait, ça, c'est presque un ordre de conscription qu'on a pu retrouver sur des affiches au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est mis sous pression. Et là, on nous lance qu'on va recevoir un kit de survie. Mais immédiatement, ça renvoie évidemment à la menace que le président de la République a désignée, qui est la menace russe. On se dit, mais en fait, le conflit est-il imminent ? On ne sait pas. Et cette espèce de mise sous pression, alors bien sûr, lui profite au président de la République dans les sondages. L'effet drapeau, suivez mon panache, je suis le chef des armées, je suis le Top Gun hier à Luxeuil sur la base aérienne 116. Mais en réalité, moi je veux dire, j'ai l'impression qu'on est en train d'imposer aux Français un confinement mental. On les renforce dans l'idée que ou deux choses une, ou le président de la République a des informations très précises et les chars russes sont demain à Paris, ou alors on arrête de nous prendre la tête et de nous angoisser perpétuellement avec une catastrophe imminente. De quelle catastrophe on parle ? Pourquoi est-ce qu'on lance ce kit de survie maintenant, là, dans le timing guerrier qui est le nôtre ? Dans le timing, c'est absolument incroyable. Donc il y a forcément une volonté de mettre sous pression le peuple. Jean-Pierre Denis. Non, mais je discute pas le timing qui effectivement interroge. Après, je crois qu'il y a d'autres pays qui le font. Oui, il y a d'autres pays. La Suisse, on a aussi ça fait très longtemps. Voilà. C'est pas maintenant que. Et c'est dans l'ordre des choses. Et on a aussi reproché au gouvernement, vous vous en souvenez, au moment du Covid, de ne pas avoir prévu une possible crise majeure, et notamment l'absence de masques. Voilà. Donc qu'il y ait justement une précaution qui soit prise et qu'on commence à se donner quelques règles pour savoir comment réagir dans des situations d'urgence, en soi, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, ça arrive à un moment bien politique, bien particulier, et ce n'est évidemment pas un hasard. Et puis ce kit de survie, il vous sert pendant 72 heures. Après, apparemment, l'État vient à votre secours. Bon, super. Il est indiqué, par exemple, dans ce manuel, de bien fermer les portes de son logement en cas d'accident nucléaire.
Ça fout un peu les jetons quand même. La dernière partie se veut civique. Engagez-vous. Elle explique comment s'inscrire dans une réserve. Et puis oui, il y a des conseils du paracétamol, des pansements, des conserves non périssables. Vous en pensez quoi, Jérôme? Non, mais moi je vais au-delà du kit de survie qui m'intéresse pas particulièrement, mais ce que dit Macron, on ne peut pas lui reprocher c'est son rôle. Il est président de la République. La responsabilité de la défense, la responsabilité des relations internationales, c'est le président de la République. S'il le faisait pas, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait il ne fait rien, il dort, il est absent, il veut pas se représenter. Vous pensez vraiment moi, je crois vous pensez vraiment qu'un kit de survie est quelque chose? Le kit de survie, c'est un épiphénomène, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est de savoir ce que fait un président de la République sous la Ve République. Or, le président de la République française sous la Ve République, il est responsable, il doit s'exprimer lorsqu'il y a des inquiétudes. Et il y a des inquiétudes internationales, on ne peut pas le nier. Oui, voilà. Après, est-ce que ça tombe à un moment où il est très bas dans les sondages, etc. Bien sûr, on n'empêchera jamais de faire un président de la République d'avoir, encore qu'il ne se représente pas, donc c'est un peu différent, mais par rapport au premier mandat, mais on ne peut pas empêcher un président de la République en exercice d'avoir ce genre de réaction. Oui. Voilà. Juste simplement, évidemment qu'il y a une affaire de timing, évidemment qu'il y a une stratégie politique d'Emmanuel Macron, c'est une évidence. Quand vous dites, Valérie, qu'il faut fermer la porte de sa maison en cas d'attaque nucléaire, je pense qu'il faut fermer la porte de sa maison parce qu'on a plus de probabilité d'avoir un homejacking ou d'être cambriolé dans ce pays où l'insécurité explose. Maintenant, évidemment qu'Emmanuel Macron est en fin de règne. Ça sent le fin de règne. Évidemment qu'Emmanuel Macron veut faire peur parce que quand tous les jours à la télévision, on vous parle de partager l'arme nucléaire avec les autres pays de l'Union européenne. On vous parle de réarmer l'armée française. On vous parle de menaces russes notamment. Qu'on vous parle de guerre. Et aujourd'hui, qu'on vous parle de kit de survie, évidemment que c'est pour faire peur à la population et faire en sorte qu'on retrouve une sorte de père de la nation. C'est-à-dire Emmanuel Macron. La réalité, c'est que c'est son rôle de président de la République. Non, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle de faire peur. De s'exprimer sur les difficultés internationales. La question que pose Éric, c'est celle du timing. Ça intervient 10 jours après. De survie Emmanuel Macron depuis longtemps, veut recentraliser sa personne qui est complètement oubliée, qui est en fin de règne. Le rôle d'Emmanuel Macron, c'est quand même d'améliorer le quotidien des Français, de tracer une route pour le pays. Moi, je constate que ces résultats, c'est pas les kits de survie, c'est un record dans la baisse de natalité, c'est un record dans les défaillances d'entreprises, un record de dette publique, un record de déficit public, un record de la contribution française à l'Union européenne, un record dans la balance commerciale qui est catastrophique. Bref, je ne vais pas vous faire tous les critères. Emmanuel Macron a un bilan qui est catastrophique et il ne reste plus que le kit de survie, mais c'est peut-être à lui qu'il faut lui donner le kit de survie. Bravo. Punchline. Bravo pour le punchline. Non, mais c'est un peu facile. Ça n'a aucun sens. Madame Le Pen, que vous défendez, a été battue 2 fois. Posez-vous la question de savoir pourquoi elle a été battue 2 fois avant de faire le bilan de M. Macron. Excusez-moi, c'est lui qui a responsabilité. D'accord, mais enfin, interrogez-vous sur le fait de savoir pourquoi vous avez été battu 2 fois aux élections présidentielles et une fois aux législatives. J'ai pas l'impression. On se pose des questions. Légèrement au niveau international. Et je pense qu'on va l'emporter en 2027 parce qu'on a bien justement posé les questions. On verra bien, mais enfin pour le moment, vos errements au niveau international, ça laisse un peu... C'est pas des errements, on est parfaitement cohérents. On avait raison dans tout le monde. Jean-Pierre, un mot? Non, mais surtout, on est un peu loin du sujet. Le sujet, c'est que depuis... alors, il me semble que ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, où on a quand même réduit on a commencé à réduire les moyens de l'armée. On a quand même, depuis longtemps, considéré qu'on était à l'abri de tout danger, qu'on pouvait prospérer sur notre modèle social sans avoir aucun souci. Et on peut pas nier que le monde dans lequel on est complètement dangereux, oui, c'est vrai, et ça c'est pas affoler les gens que de le dire, tout le monde le sait, tout le monde le sent, et donc c'est quand même bien qu'on s'y prépare un peu et que l'on prenne des mesures. Alors effectivement, c'est pas le kit de survie qui va nous protéger dans le monde dans lequel on est en train d'entrer, mais il y a un demi-tour qui est fait, qui sera sur les dépenses militaires certainement, sur un certain nombre de plans. Il y a une prise de conscience des politiques, j'espère, de différents partis, quoique parfois on n'en est pas certain, mais des politiques, et en tout cas de l'opinion publique aussi. Sans vouloir jeter évidemment des fleurs au président de la République, moi je considère que, et ça sera un autre président de la République d'une autre couleur politique, ce serait la même chose. Il a une responsabilité, c'est la Constitution qui le donne au niveau international, c'est à lui de dire quand il y a une menace, et il y a effectivement une menace, on ne peut pas le nier. Oui.
Et faire des provisions de farine et... Non mais le monde dangereux, ça date pas d'hier quand même. C'est-à-dire que le monde était aussi dangereux sous Nicolas Sarkozy. Il a baissé notamment la contribution au budget militaire. Le monde Macron l'a augmenté depuis 2017. Oui, on a voté pour. Le monde était dangereux quand Emmanuel Macron a vendu les turbines hydrauliques d'Alstom qui sont dans nos sous-marins nucléaires, dans le porte-avions Charles de Gaulle aux Américains. Aucun budget de la défense. Le monde était dangereux quand j'entends par exemple Monsieur Hollande, puisqu'on a parlé de Monsieur Sarkozy, de Monsieur Macron, qui explique aujourd'hui à la radio qu'il faut taper les États-Unis, taper Donald Trump. Mais c'était à l'époque qu'il fallait taper. Quand la NSA espionnait Monsieur Hollande, quand il aurait pu donner l'asile à Monsieur Assange, quand il aurait pu donner asile à tous ces lanceurs d'alerte, il a fait quoi? Il s'est couché de Washington. Donc la défense est quelque chose de perpétuel. Il faut un budget de la défense, il faut protéger nos concitoyens. Certainement pas partager l'arme nucléaire avec les Européens, parce que partager, c'est abandonner. C'est un autre débat. Voilà. Un auditeur me dit Emmanuel Macron est à la République, ce que Roger Giquel était à l'info. C'était un super présentateur. Allez, la France a peur. La France a peur, c'était son livre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. D'accord. Valérie Expert. Alors, on n'a pas fini le tour de table. Jérôme, c'est un coup de gueule. Non, mais ici, il veut me censurer. Mais il a piqué 4 coups de gueule déjà, Valérie. Pas du tout. C'est des coups de guelle contre Revel. C'est pas la même chose. Alors Jean-François, Eric. Mais moi je pousse un coup de gueule, j'espère que tout le monde sera d'accord là-dessus d'ailleurs, sur cette affaire de marche antiraciste et antifasciste, alors qui est une initiative mondiale, puisque ça se passe dans tous les pays, le 22 mars, donc samedi prochain, qui existe depuis un certain nombre d'années. Alors antiraciste, je vois à peu près ce que c'est, antifasciste, je vois déjà peu moins ce que c'est, et surtout, je dénonce la récupération faite par LFI. Car quand vous regardez ce que dit LFI depuis à peu près un mois, ils sont polarisés sur cette marche, ils ne parlent que de ça. Sur la forme, on a eu des affiches scandaleuses, je ne reviens pas sur l'affaire Hanouna, mais il y a une affiche qui est sortie encore hier, où il y a 3 personnages sur cette affiche qui sont caricaturés, Pascal Praud, pour ne pas les nommer, Marine Le Pen, et Bruno Retailleau. Bon, donc ils rééditent un peu l'affaire Hanouna en moins scandaleux, c'est moins caricatural, mais sur la forme, ils sont complètement obsédés par ça. Et sur le fond, cette marche antiraciste n'a aucun sens. Quel est le sujet numéro 1 en France aujourd'hui et dans un certain nombre de pays? C'est l'antisémitisme. C'est pas l'antiracisme, c'est l'antisémitisme. Or là, est accolé à l'antiracisme l'antifascisme. Est-ce qu'il y a une menace fasciste dans le monde? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a une menace fasciste en France? J'ai pas l'impression. Mais par contre, il y a une vraie menace antisémite. Et ça, et les filles, bien évidemment, le passent par pertes et profits. On sait pourquoi. Toutes leurs déclarations depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis le 7 octobre 2023, vont dans ce sens. Bon. Donc, on voit bien quelle est la récupération, et je vois mal un parti politique qui veut fracturer la société. On voit bien qu'il veut récupérer un certain nombre de voix de manière scandaleuse, qui fait du communautarisme matin, midi et soir. Je vois mal un parti polique, LFI pour ne pas le citer, être le chantre de l'antiracisme. Voilà, donc je trouve que c'est une escroquerie, cette récupération, qu'elle est scandaleuse et qu'il faut vraiment la dénoncer. Mais je pense qu'ils savaient pertinemment, en publiant leurs affiches, l'effet que ça aurait. Ils l'ont théorisé. Mais tout ça est organisé, voulu, volontaire. Mais je pense que stratégique. Les gens qui ne sont pas des politiques et qui sont montrés sur ces affiches devraient porter plainte. Et je crois que Pascal Praud va le faire, non, Eric? Oui, c'est ce qu'il disait. CNews. Alors il y a des gens qui sont de bonne foi dans ces organisations qui luttent contre le racisme, etc. Non, mais faites pas du en même temps. Mais sur la vous allez à cette manif, vous savez à quoi vous engagez. Vous savez qui est avec vous. Non, mais non, je dis pas ça. Vous dites qu'il y a des gens de bonne foi. Non, mais vu le mot d'ordre, vous y allez pas. Je ne parle pas de la manif, je parle de l'antiracisme. Il y a des gens de bonne foi sur l'antiracisme. Non, mais vous regardez avec qui vous manifestez, vous voyez bien que c'est quand même un peu curieux. Oui, alors, et ça vous fait mal de dire que j'ai raison. Andrea Cotarac, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur un petit peu l'avancée culturelle de l'islamisme dans notre pays. D'abord d'un point de vue sémantique, moi je connaissais bien Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais accepté par exemple le mot d'islamophobie. Parce qu'en France on a le droit de critiquer l'islam, on a le droit de critiquer la religion chrétienne, on a le droit de ne pas croire, un anarchiste a parfaitement le droit d'être religiophobe. Pourquoi? Parce qu'on est en France et qu'il y a cette liberté-là.
Il écrit en 2015, Mélenchon, on a le droit d'être islamophobe. 4 ans plus tard, il manifeste avec le CCIF, une organisation islamiste, contre l'islamophobie. Et donc, la France insoumise porte une responsabilité dans cette avancée culturelle. Et justement, pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que la France insoumise est restée sur des éléments de langage des années 80. Contre le racisme, touche pas à mon pote et je ne sais quoi. Si bien qu'à l'Assemblée nationale, le député LFI Raphaël Arnaud, Antifa, bien connu des services de police, a invité cette organisation qui était dissoute par le ministre de l'Intérieur. Alors le CCIF a été dissous par le ministre de l'Intérieur pour radicalisme, séparatisme. Il est rené en Belgique. Mais il est c'est le CCIE, son pendant européen, qui sont en fait les mêmes personnes, sont invités dans la maison du peuple français, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et quand des députés ciotistes ont dénoncé cela, sont entrés dans la salle en disant mais on ne veut pas. On les a traités de fachos. Qu'est-ce qu'a dit monsieur Raphaël Arnaud ? Les fachos, les racistes. Dehors, bande de racistes. Ouais. Ce qui n'a aucun sens. D'abord, l'islamisme est une théorie politico-religieuse, et je vais même dire quelque chose. Raphaël Arnaud ne connaît même pas son histoire. Parce qu'en réalité, les gouvernements ou les mouvements politiques dans le monde qui se sont attaqués ou qui ont interdit le voile, par exemple, ce sont les amis de Raphaël Arnaud. Où ça s'est passé en Afghanistan. Le voile avait été interdit par les communistes afghans, les amis de monsieur Raphaël Arnaud. Le premier leader politique dans le monde qui s'est attaqué frontalement aux frères musulmans, il s'appelle Nasser, socialiste non aligné en Égypte. Je vous parle de la Yougoslavie, je vous parle même pas de l'Albanie avec Enver Hoxha qui lui détruisait carrément les églises et les mosquées à coups de bulldozer. En bref, je crois que la gauche a été complètement dépassée par le phénomène islamiste. Je ne parle pas des musulmans, je suis vraiment islamiste, ceux qui veulent faire une théorie politique, ceux qui veulent imposer leur calendrier dans le calendrier politique français. Et je pense que cette extrême gauche, à force prétendument d'ignorance ou de confondre islamisme et musulman, est en train de faire avancer l'islamisme dans notre pays, le séparatisme dans notre pays. Vous savez, et je pense que ce sont eux les dangereux. Ce matin, Bruno Retailleau, interviewé par Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, a parlé d'un rapport. Alors, il n'en a pas dit beaucoup plus. Il a parlé d'un rapport qu'il avait sur son bureau sur l'entrisme des frères musulmans dans ce pays. Et il a dit, j'ai été plus qu'interpellé. Il a dit, c'est extrêmement grave. Alors, il n'a pas voulu en dire davantage, le ministre de l'Intérieur, et voilà, parce qu'il y a un certain nombre de noms, de groupes, d'associations, etc. Mais voilà, quand vous avez un très bon bouquin qui est sorti sur le sujet, dont l'auteur, qui est une femme remarquable, est systématiquement boycottée dans toutes les universités françaises maintenant. Florence Bergeau-Blacker. Elle ne peut pas s'exprimer. Mais vous aviez... alors moi, je m'étonne que Bruno Retailleau s'étonne, parce que beaucoup de voix avaient annoncé ce qui est en train de se passer, cet entrisme. Notamment dans le sport. Mais tout est dans ce livre, mais c'était dans le livre de Jamila Benhabib. J'étais à LCI à l'époque, je l'avais reçu, c'était en 2007. 2007, son livre, Ma vie à contre-courant. Elle racontait ce qui s'était passé en Algérie, comment les islamistes avaient infiltré la société. GIA, AIS à l'époque. Mais comment ils sont arrivés en politique en infiltrant la société. C'est pour ça que le débat de ce matin m'a un peu hérissé chez Patrick Roger, quand j'entends dire que le voile peut ne pas être militant. Il l'est forcément. Il l'est devenu même inconsciemment. Ça s'est passé en Algérie, ça a failli se passer au Maroc quand les islamistes ont pris le pouvoir et qui se sont ridiculisés, et donc ils ont été battus aux élections, mais démocratiquement. Et ça s'est passé en Égypte aussi, donc dans des pays musulmans. Partout. Mais en fait, c'est la vigilance aussi sur l'aspect sémantique, parce qu'en réalité, vous voyez, sur le voile ou sur les accompagnatrices scolaires, vous entendez l'extrême gauche ou certains leaders islamistes, ils vous disent mais vous pouvez pas interdire à des mamans. Mais qui veut exclure une maman ? La réalité, c'est que ce ne sont pas des mamans, ce sont des accompagnatrices scolaires dans le cadre d'une sortie scolaire et pédagogique. Mais ce sont des mamans. Pareil sur... mais ce sont des mères. C'est aussi des mamans. Je me souviens... mais les termes utilisés, cher monsieur, sont faits pour justement refuser cette interdiction. Moi, je me souviens d'une conférence d'Henri Pénard-Ruiz, qui est un grand penseur de gauche d'ailleurs sur la laïcité. Un anticlérical militant. Dans sa conférence, il y avait une femme voilée qui a dit mais pourquoi vous voulez interdire au fait que je puisse accompagner la classe d'école. Et il lui a répondu mais imaginez que un papa d'un enfant
vienne en sortie scolaire avec écrit « Dieu n'existe pas ». Est-ce que vous seriez contente? Elle a dit certainement pas. Et ben elle dit voilà, le voile c'est pareil. Et si vous voulez, il y a une sémantique aujourd'hui qui est appliquée, pareil dans le sport. On va en reparler. Là, on doit marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache. Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va parler de Bruno Retailleau, on va parler du voile. Un petit mot sur la une de Paris Match quand même, c'est médiatico-politique. Vous avez vu que Cyril Hanouna a un nouveau beau-père. Oui. Voilà, donc... Tant mieux pour lui. Oui, donc Cyril Hanouna, c'est la une de Paris Match, est en couple avec Tiffaine Ozière, qui est la fille de Brigitte Macron. Non, ça dérange tout le monde. Non, ça me dérange pas, c'est que vous me l'apprenez, à titre personnel. Non, mais je suis content d'être venu, j'ai appris une info. Vous aussi, moi ça marche pas tout ça là. Pas combien de temps ça va durer. Ça dure déjà depuis un petit moment, visiblement. Et alors, on en déduit quoi On n'en déduit rien, mais c'est intéressant. Mais il y a des gens qui disent que C8 a été fermé à cause de ça. Moi, je vois ça sur les réseaux. Oui, j'ai vu ça. Et alors, l'analyse, le raisonnement, c'est plus de temps avec lui. Ça va forcément faire parler. Oui, c'est sûr que ça. Oui, ça fait parler déjà. Ça fait parler déjà, et c'est pas neutre. C'est pas. Il sort. Enfin voilà. Bon, vous voulez pas en parler, donc on n'en parle pas. Non, mais je sais pas. On est sous le choc de la révélation, si vous voulez. C'est quand même étonnant. Oui. On peut dire que c'est quand même une information. Il faudrait que ce soit. Tant mieux pour eux s'ils sont heureux ensemble. Voilà, Jérôme. Soyons un peu pragmatiques. Voilà, œcuménique. Pour reprendre nos termes. Mais parlons du voile, parlons de puisqu'on était parti sur la religion et qu'en plus Jean-Pierre Denis est un spécialiste de la religion, Bruno Retailleau qui veut interdire le port du voile dans les compétitions sportives, c'est le débat puisqu'il a le Premier ministre a rassemblé certains ministres puisqu'il y a eu un couac, on peut dire, en tout cas une opposition entre certains. Écoutez ce qu'il disait ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. On doit interdire le port du voile dans les compétitions liées notamment avec les fédérations sportives, en ce qu'elles ont une mission de service public. Le voile, je voudrais vraiment que les Françaises et les Français le sachent, c'est pas seulement un bout de tissu. Le voile, c'est un étendard. Le voile, c'est la soumission de la femme par rapport aux hommes. Il y a aujourd'hui des femmes qui meurent en Orient pour s'être dévoilées. Voilà. Toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Mais écoutez-moi bien, tous les islamistes, tous, sans exception, veulent voiler les femmes. Bon. C'est très juste, pardon. Mais alors visiblement c'est compliqué. Mais attendez. Alors moi je veux dire, je n'aurais pas être méchant avec François Bayrou, mais il avait conceptualisé la cacophonie permanente. Vous savez, il avait été le premier à dire que dorénavant, Matignon ne relirait pas les interviews de ses ministres pour harmoniser tout ça. Bon, alors comme il l'a conceptualisé, la cacophonie, là il doit être servi, parce que il y a pas que le sujet du voile, mais on va en reparler. Sur les retraites, sur l'Algérie, en fait, ce gouvernement, il y a autant de ministres que d'avis. Hier, Elisabeth Borne est repartie avec son cartable sous le bras, puisque Bayrou a donné raison à Retailleau. Sur la retraite à 62 ans, il en est hors de question de discuter. Moi, je me mets à la place des syndicats, mais attendez, Bayrou, il a menti. Enfin, c'était pas ça les bases de la discussion avec les syndicats, les partenaires sociaux. Et Lombard, lui, il est d'accord avec les syndicats, mais il n'est pas d'accord, le ministre des Finances, mais avec son Premier ministre. Mais attendez, bon, alors c'est peut-être ça le nouveau concept. Je suis un boomer, donc peut-être que je comprends pas l'évolution de la gouvernance de ces grands premiers ministres. Mais attendez, mais c'est absolument pitoyable. Et puis je vais vous dire sur le voile. Moi, je vais avoir une position très claire. J'entends, alors Édouard Philippe, pareil, très gêné aux entournures, très gêné. Alors alors quand c'est du amateur, mais alors si c'est de la compétition, non, etc. Mais si on est d'accord pour partager l'idée qu'il y a un véritable entrisme de l'islam politique, et notamment des frères musulmans. Alors, il ne faut pas les laisser rentrer même par la serrure. Il ne faut pas les laisser rentrer même par la serrure, puisque si on partage l'idée qu'il y a un entrisme, l'entrisme, il commence par la serrure, et ensuite, il se finit par les fenêtres et par les portes. Donc, un candidat à la présidentielle, comme M. Édouard Philippe, qui vous explique que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, moi, je pense que c'est pas raisonnable. Voilà. C'est pas raisonnable, et c'est pas faire de la politique que d'essayer de ménager la chèvre et le chou, ou de faire comme à la grande époque en même temps, à la Macron, voilà. Moi, j'attends des hommes politiques qui aient des convictions et des propos tranchés. Ouais.
Jean-Pierre, les signes, les manifestations ostentatoires de foi dans le sport, elles sont très fortes, notamment au niveau international, où là, le gouvernement n'a pas la main. C'est-à-dire, si un footballeur veut faire le signe de croix quand il rentre sur une pelouse, ça relève pas de la responsabilité de Bruno Retailleau. Donc, ça, c'est une chose. Ce qui est vrai, c'est que c'est à la base. Là, on parle du sport féminin, donc on parle du sport féminin essentiellement amateur en réalité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, moi, je trouve que la position de Retailleau, elle est plus nuancée en réalité et plus crédible du coup qu'il n'y paraît, parce qu'il a bien dit dans l'extrait que vous avez donné tout à l'instant, il a bien dit dans le cadre de missions de délégation de services publics. Et effectivement, il y a une logique là. Voilà. Après, dans des clubs ou des endroits où ça se passe de façon privée, en amateur, évidemment, ça n'appartient pas à l'État. Donc je trouve que sa position est assez précise et du coup, elle est assez crédible. Voilà. Ouais. Non, moi je soutiens exactement ce qu'a dit Retailleau. D'ailleurs, la proposition de loi qui a été votée au Sénat va tout à fait dans ce sens. C'est là-dessus, effectivement, que il y avait une discussion un peu, j'allais dire, hors les murs et maladroite. D'un certain nombre de membres du gouvernement sur ce sujet qui n'aurait pas dû sortir. La ministre de la Jeunesse et des Sports. La ministre de la Jeunesse et des Sports. La ministre délégué de l'Intérieur, Jean-Noël Buffet, qui dit exactement le contraire. Hier, ça a été tranché. La ligne est claire. Ça a mis un peu de temps pour être tranché, mais bon, ça c'est comme ça. Mais depuis hier, la ligne est claire. C'est le soutien à cette proposition de loi qui a été votée au Sénat et qui est claire. Pas de voile dans les manifestations sportives. Voilà. Alors vous n'êtes pas sur la ligne de votre candidat. Non, je suis pas sur la ligne de mon candidat, mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Moi, je suis pas. Non plus d'ailleurs. Non, mais Édouard Philippe hier qui disait une interdiction. C'était sur CNews. Une interdiction générale et absolue du port du voile dans le sport serait contraire à ce qu'est la laïcité en France. Oui, mais moi je suis pour le port. Je suis pour l'interdiction du port dans les manifestations sportives, du port du voile dans les manifestations sportives, quel que soit l'endroit et quelle que soit la volonté. Je partage ce qu'a dit Éric là-dessus. Il ne doit pas y avoir de concession. Oui. Aucune concession. Et je rappelle simplement que c'était pas M. Macron, c'était pas M. Bayrou, c'était d'autres gouvernements qui s'étaient succédés, de droite comme de gauche d'ailleurs. On a mis à peu près 15 ans à régler le port du voile dans les écoles. Oui. L'affaire a éclaté à Creil en 1988. Grâce à M. Jospin. Et en 200004 seulement, merci, M. Jospin. On a résolu le problème en l'interdisant définitivement. Ça a mis 15 ans. Voilà. Simplement, il faut juste prendre conscience des choses. Alors moi, je veux bien différencier islamisme et musulman. Je le répète quand même, un musulman, il croit en Dieu, il respecte les autres. Un islamiste, il croit en Dieu et il veut imposer aux autres. Et quand je lis un livre comme Terreur de jeunesse de David Valla, il explique très bien la stratégie des frères musulmans. C'est se différencier des autres. Alors on a des sujets qui arrivent tous les 2 ans. Burkini, ça n'existait pas avant. Puis on a le halal à la cantine. Puis on a le camis, l'abaya. Enfin, tous les 2 ans il y a quelque chose. Et une fois qu'on est bien différencié, on demande l'inclusion. C'est ça la stratégie des frères musulmans, comme on est. Et de la même manière, sur le voile, pareil, d'un point de vue sémantique. On vous parle, vous avez remarqué, on vous parle toujours de la femme qui porte le voile. Vous voulez interdire à madame Trucmuche d'interdire le voile alors qu'elle est diplômée, souriante, parfaitement intégrée, qu'elle parle français, etc. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas la femme qui porte le voile qui nous intéresse, c'est le voile qu'elle porte. Le voile qu'elle porte. Il y a une progression chez les jeunes du port du voile dans notre pays. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. On sait qu'à chaque fois que des islamistes prennent le pouvoir dans des pays, la première chose qu'ils demandent, c'est le port obligatoire du voile. Donc il y a bien un symbole sur le voile. Et par ailleurs, sur le sport, vous avez remarqué une chose, c'est que là aussi on demande l'inclusion des femmes qui portent le voile dans les salles de sport. Il y a encore 2 ans, c'était à Grenoble. Vous vous souvenez, c'était l'association Alliance Citoyenne. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate sur ce type d'association? C'est qu'à chaque fois, elles finissent par une dissolution, parce qu'à chaque fois, derrière, il y a un relent islamiste. Alliance Citoyenne a été dissoute par le ministère de l'Intérieur pour séparatisme et islamisme. Et 2, on constate aussi que ces associations sont souvent subventionnées par la gauche, ce qui était le cas à Grenoble, puisqu'Alliance Citoyenne avait été subventionnée par le maire écologiste Éric Piolle. Oui. Bon, les femmes iraniennes se battent pour ne pas le porter, et je crois que le jour où elles l'emporteront, cet édifice politique se fissurera assez rapidement, parce que voilà, tout ça vient de ces années 70 et de l'émergence politique de ce régime iranien.
Chez nous, ça progresse encore, mais quand on regarde vraiment ce qui se passe dans la société iranienne, il y avait d'ailleurs un film récent qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui est priée de perdre son match parce qu'elle doit affronter une équipe israélienne, un match de judo, c'est un film formidable. Voilà, je pense que cet édifice-là est encore, on le voit nous progresser chez nous, mais voilà, on sait très bien qu'en Iran, les femmes se battent pour ne plus le porter. Très bien, mais en Iran, c'est une chose, on parle de la France. Il y a une explosion du port du voile en France. Il y a une explosion du port du voile, mais il y a encore des idiots utiles qui nous disent que le Hamas, qui est quand même le représentant des frères musulmans pour la cause palestinienne, c'est affiché, c'est dans leur charte, etc., c'est clair et net, nous disent que ce sont des résistants. On a encore ce genre de qualificatif en Iran, France par un certain nombre de gens. Je rappelle qu'il y a un chanteur, Mehdi Yarahi, qui a reçu 74 coups de fouet. Son crime, avoir encouragé les femmes à retirer leur voile, que l'Occident appelle symbole de liberté. C'est quelqu'un sur X qui dit ça, quoi. C'est symbole de liberté. Il reçoit 74 coups de fouet, et on pense évidemment aux femmes afghanes qui sont emmurées vivantes en Afghanistan et dont on parle finalement assez peu. Mais vous allez voir ce qui va se passer en Syrie. Moi, les bras m'en tombent sur la naïveté d'un certain nombre de commentateurs. On a déjà eu le coup en Afghanistan. On nous a dit non, mais les talibans, ils ont changé. C'est pas du tout les mêmes. Mais en Syrie, ça va être exactement la même chose. C'est déjà le cas. Je rappelle qu'il y a un massacre d'alaouites et de chrétiens en Syrie avec une vocation. Ils souhaitent imposer le voile aux islamistes. D'ailleurs, c'est assez fou quand même que ce type qui dirige la Syrie, qui est un ancien de Daesh et d'Al-Qaïda, soit invité par Emmanuel Macron et par Madame van der Leyen à Bruxelles. Si ça, c'est pas de la naïveté, c'est peut-être de la complicité. On va marquer une petite page de pub, petite pause, et on se retrouve dans un instant. Aussi, malheureusement. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Alors, on va revenir sur cette interview ce matin de Bruno Retailleau. C'était l'événement sur Sud Radio, l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Évidemment, Jean-Jacques Bourdin l'a interrogé sur la relation avec l'Algérie, sur les différentes mesures envisagées. Écoutez ce qu'il disait ce matin. Je vois bien que M. Tebboune aujourd'hui a une seule chose en tête. Ça ne nous a pas échappé. Laquelle ? Ma démission. Chaque jour, je fais la une de la presse algérienne, avec évidemment des articles très agressifs. Et ceux qui souhaitent le plus ma démission aujourd'hui, c'est le régime algérien. Voilà, donc c'est sa relation, son ressenti. Bon, attendez, oui. Mais à mon avis, si vous voulez, là, il y a un contre-feu politique allumé par Retailleau lui-même, qui lui-même s'était mis dans une impasse en disant, si vous me retenez pas, je vais faire un malheur. Le problème, c'est que les réponses graduées à l'Algérie, à mon avis, ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, Retailleau dit maintenant, en fait, je suis un résistant à Tebboune, comme ils veulent ma démission, en creux, je démissionnerai pas. En fait, il fait une espèce de volte-face politique. Mais moi, je vous donne mon billet que si, alors on verra, c'est au mois de mai, je crois, s'il emportait la présidence des LR face à Wauquiez, je pense qu'il nous ferait un truc à la Chirac, voilà. Et c'est-à-dire qu'il trouverait évidemment le moyen, le biais, le désaccord profond pour quitter le gouvernement et commencer à faire sa campagne à la tête des LR. Ça me semble évident. C'est ce qui était plus ou moins sous-entendu dans l'interview dimanche. S'il n'est pas élu président des LR, forcément, il a intérêt à rester le plus longtemps possible, parce que s'il démissionne, en revanche, c'est un vrai problème pour l'équilibre instable du gouvernement de François Bayrou. Nos RN, ils appuieront aussi sur le truc, si tant est que Marine Le Pen s'en sorte à la fin mars, vous voyez. Bon, enfin, en même temps, ils sont abstenus pour ne pas embêter M. Ferrand comme président du Conseil constitutionnel. Alors peut-être que... peut-être qu'ils ont eu des engagements. Peut-être qu'ils ont eu des engagements. Mais en fait, moi, je pense que Bayrou, il veut durer le plus longtemps possible. Mais en fait, c'est l'équilibre instable. Quand vous mélangez l'eau et l'huile, au bout d'un moment, l'huile remonte au-dessus et l'eau reste en bas. Donc je pense que Bayrou, il est sur un arbre perché avec des gens qui lui scient la branche. Oui, Jean-Pierre Denis, sur les relations franco-algériennes et sur la position effectivement de Bruno Retailleau, qui menaçait de démissionner dimanche, qui a dit je reste parce qu'on veut que je m'en aille. Sa position est pas si favorable en réalité, parce que les gouvernements algériens existent sur cette opposition qu'il faut complètement réactiver. Alors c'est vrai qu'il y a eu
le tournant quand Emmanuel Macron est allé très loin dans la réconciliation avec le Maroc, certainement, mais il y a un besoin existentiel pour ces gouvernements algériens de se construire dans le conflit avec la France. Et d'autre part, l'Algérie n'est pas si isolée qu'on pourrait le penser. Regardez les relations qu'ils ont maintenant avec l'Italie, qui sont devenues très bonnes, même avec l'Espagne, où il y avait eu un froid. Donc les leviers dont dispose le gouvernement français pour faire pression sur l'Algérie ne sont peut-être pas aussi efficaces qu'on l'a pensé, et peut-être que Bruno Retailleau lui-même l'a pensé ces dernières semaines. Voilà, l'histoire de réviser les accords, ok, bon, voilà, mais c'est pas... Je pense que c'est pas si simple, et en tout cas, on peut s'attendre à ce que la surenchère continue. Oui. Jérôme, on a toujours eu des relations très difficiles avec l'Algérie, ça c'est clair, depuis 62. Quels que soient les gouvernements d'ailleurs, alors il y a des hauts et des bas, parfois ça va mieux, parfois ça se dégrade. Bon là c'est très dégradé évidemment, mais là aussi comme pour les frères musulmans, on trouve des idiots utiles en France qui soutiennent le pouvoir algérien. Le vote scandaleux sur l'affaire de Boualed Samsal et son soutien à l'Assemblée est quand même très significatif. Toute la gauche s'est abstenue. Toute la gauche française s'est abstenue, mais en arguant du fait qu'il y avait des choses qui étaient pas... Moi, quand je vois ça, les bras m'en tombent, parce qu'en réalité, et il y a un certain nombre de gens, notamment chez les écologistes, et notamment chez les écologistes parisiens, Madame Rousseau, etc., qui reprennent littéralement, mot pour mot, ce que dit le Moudjahidine du peuple, qui est le quotidien officiel du pouvoir algérien, tous les matins. Elle reprend ça mot pour mot, sans essayer de réfléchir à ce que ça représente. Donc quand Retailleau dit oui, effectivement, le pouvoir algérien m'en veut et veut ma démission, il a parfaitement raison. Sauf qu'on trouve des imbéciles et des idiots utiles en France. Jérôme Dubu, comme l'émission touche presque à sa fin, je voudrais pas être plus désagréable que quand elle a commencé, mais j'ai en mémoire... J'ai été très agréable avec vous, monsieur. Non, mais moi aussi. Non, mais ce que je voudrais quand même rappeler, si vous voulez, c'est que, ok, il y a eu des hauts et des bas dans la relation franco-algérienne depuis la décolonisation, les accords d'Évian, mais pardonnez-moi, Emmanuel Macron, il faudrait quand même qu'on m'explique comment il a pu dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, et des années plus tard, expliquer, et à mon avis a raison, que la junte militaire au pouvoir algérienne se sert de la guerre d'Algérie ou de la colonisation comme d'une rente mémorielle. Le terme est magnifique. Il aurait mieux fait de commencer par là. Mais monsieur le Président, choisissez votre camp. Alors c'est quoi? C'est un crime contre l'humanité ou c'est une rente mémorielle? Si vous dites que c'est un crime contre l'humanité, alors vous étonnez pas qu'ils s'en servent comme rente mémorielle. Enfin, la cohérence en politique. Ah oui, non mais là... vous pouvez écrire un livre dessus. Enfin, c'est quand même donner des arguments. Voilà. Sur Retailleau, ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors le RN, il tape sur Retailleau. Non, mais on tape pas sur Retailleau. C'est-à-dire qu'il fait ses cours dans notre programme. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Vous devriez être content. Alors. C'est très bien. Mais le problème, c'est que nous, on pense aux Français. Bientôt. C'est-à-dire que quand Monsieur Retailleau pleurniche en expliquant que Tebboune, un président d'un État étranger, veut sa démission, que pauvre malheureux, il fait la une de la presse algérienne tous les jours, etc., et que tout le monde veut sa démission, stop. Moi, je pose la question concrètement, quelles sont les réponses graduées vis-à-vis de l'Algérie? Quels sont les résultats? Par quoi ils commencent? Puisqu'il y a aussi un débat sur par quoi ils commencent dans la réponse graduée. Monsieur Bayrou et Monsieur Retailleau ont voulu dénoncer les accords d'Algérie en envoyant cette liste de 60 personnes. L'Algérie a dit au revoir, voici votre liste, on vous répond pas, on ne veut rien savoir de vous. Donc c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que c'est pas Monsieur Tebboune qui rêve de la démission de Monsieur Retailleau, c'est Monsieur Retailleau lui-même pour pouvoir lancer sa campagne présidentielle derrière. Voilà, c'est tout. Oui, c'est clair comme l'eau de roche. Mais quelle réponse, effectivement, au refus de l'Algérie de reprendre les OQTF, à part de dire... Il n'y a rien, les résultats. Il n'y a aucun résultat. Donc je veux bien qu'on parle de la presse algérienne, mais il n'y a aucun résultat. Bruno Retailleau a dit un truc que j'ignorais, et je n'ignore pas que j'ignore plein de choses, mais il a dit un truc parce que, en fait, on lui disait, mais si vous refusez des passeports, vous savez très bien qu'avec Schengen, ils peuvent rentrer par... Et il a cité l'article 22 du traité de Schengen, qui oblige les autres pays à ne pas consulter. Oui, mais jusqu'à présent, on ne disait pas ça. À consulter la France. Bah oui, non, mais c'est important. Donc ça, ça peut être une façon coercitive. Bon, maintenant, pardon, mais moi j'aurais envie que le peuple algérien sache combien les potentats qui les dirigent ont de fortune en France, en biens immobiliers. Mais ils le savent. Mais ils le savent pas. Ils sont concrètement. Sous le joug de ce régime. Quand vous voyez que le gouvernement Tebboune est en train d'emmerder la France avec les dizaines de milliers de mètres carrés qu'on a dans l'ambassade à Alger. Mais c'est connu tout le monde. Les régimes algériens successifs ont pillé leur pays. On le sait. Il n'y a pas que Tebboune. Vous le savez, mais eux, ils le savent peut-être pas. Non, je pense que s'ils savaient sur quel train de vie ils vivent.
dirigeants du FLN depuis 1962 ont pillé l'Algérie. Le peuple algérien crève parfois de faim. L'Algérie, c'est le 7e exportateur de gaz au monde. C'est-à-dire que ça aurait pu être, comme dit Marine, la Norvège du Maghreb. Mais effectivement, il y a une oligarchie, cette junte militaire qui s'accapare de toutes les richesses de l'Algérie. Et on a aujourd'hui une jeunesse algérienne qui pense qu'il y a une seule chose, c'est quitter l'Algérie. Donc ça pose un véritable problème. Faire un petit peu de pub, si vous le permettez, puisqu'on parlait du programme de Marine Le Pen. Le 10 avril prochain, dans mon club L'Hémicycle, j'accueillerai Marine Le Pen pour parler du programme économique du Rassemblement national. Le 10 avril, c'est marrant parce que c'est après la fin mars quand même. C'est bien parce que monsieur a dit que le RN n'avait pas de programme. C'est pour ça que j'ai invité Jérôme Dubu. Là, vous dites qu'on va... C'est pour ça que j'ai invité Jérôme Dubu. Là, monsieur Rebelle, vous dites qu'on va commenter le programme du RN. Donc le programme du RN existe. Le programme du RN existe. Le programme économique, on va bien s'amuser. Il existe aussi. Je vous offrirai le livre économique. Avec plaisir, parce qu'il change matin, midi et soir. Non, il ne change pas matin, midi et soir. Vous étiez pour la retraite à 60 ans, maintenant c'est 62 ans. C'est pas vrai, tout ça c'est des fake news. Vous êtes une mitraillette à fake news, mais j'aurais pas le temps de répondre à chacun de vos fausses informations. Voilà, donc Bruno Retailleau a détaillé ce matin quelques-uns de ces points possibles de pression. Il a parlé de ses avantages exorbitants, 3 immenses avantages: le regroupement familial, la facilité par les accords de 68 entre la France et l'Algérie, c'est effectivement. Le deuxième, c'est la dispense de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. C'est vraiment une exception dans le Maghreb, donc tout ça pourrait se terminer. Et puis un régime ultra avantageux pour les soins accordés aux Algériens, en particulier aux dignitaires algériens. Dans l'accord 68, si on le fait sauter, derrière c'est les accords d'Évian. Et les accords d'Évian, c'est la libre circulation entre la France et l'Algérie. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les deux. C'est pour ça que tout le monde hésite. Maintenant, il faut dénoncer les deux. C'est pour ça que le président de la République a voté en touche. Jean-Pierre Denis. Vous pouvez vous agiter, je n'ai pas dit vous exciter, mais enfin, bon, c'est plus compliqué à faire qu'il n'y paraît. La preuve, quand on a essayé de faire un peu la même chose avec les Russes et avec des moyens assez forts quand même, ça n'a absolument pas empêché. Ça n'a absolument pas. On a essayé de bloquer des avoirs, d'empêcher la circulation, d'interdire aux Russes de venir, etc. Et ça n'a pas empêché Poutine de continuer. Voilà, donc c'est pas si simple. C'est pas si simple de rétablir dans la situation actuelle, un rapport de force favorable à la France dans ce bras de fer avec l'Algérie. Voilà. Et je pense, malheureusement, que Boualem Sansal n'est pas prêt d'être libéré, parce que quand même rappeler qu'il est toujours c'est fini. C'est juste la volonté politique, c'est-à-dire que vous comparez la Russie, la France à la Russie. Il a la volonté politique. La France n'arrive même pas à mettre à genoux les Comores, qui sont des confettis de l'océan Indien. C'est la volonté politique qui manque. Je pense qu'on ne peut pas nier la volonté politique de Bruno Retailleau sur ce sujet. Pour aujourd'hui, merci à vous et à demain. Sud Radio, votre avis fait la différence.